Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une période absolument cruciale de l'histoire de France, entre 1944 et 1947. À ce moment-là, la France sort à peine de la guerre, de l'occupation, et elle doit faire face à un défi colossal, se réinventer. Attention, on ne parle pas juste de reconstruction, mais bien d'une refondation. La question c'est comment une nation en ruine arrive non seulement à se relever, mais aussi à transformer en profondeur sa République. On va décortiquer ça ensemble. Allez, on commence avec cette phrase de Charles de Gaulle. Elle est très forte parce qu'elle résume parfaitement l'ambiance à la Libération. D'un côté, il y a l'immense joie de la liberté retrouvée, mais une fois l'euphorie passée, la réalité frappe de plein fouet. On découvre un pays dévasté, fracturé, à bout de souffle. C'est vraiment de là que tout part. Et ce corps bouleversé, c'est d'abord et avant tout une catastrophe humaine. Ce chiffre, 635 000, il donne le vertige. C'est le nombre total de morts français pendant la Seconde Guerre mondiale. Et attention, ce n'est pas seulement les soldats morts au combat. Là-dedans, il y a aussi les civils tués dans les bombardements, les massacres, et bien sûr, toutes les personnes qui ne sont jamais revenues des camps de déportation. C'est un traumatisme immense pour le pays. Donc on a cette catastrophe humaine, mais aussi des destructions matérielles gigantesques. Alors la question qui se pose, elle est simple et en même temps vertigineuse. Par où commencer ? Comment on fait pour rebâtir un État, pour relancer une économie, et surtout pour recréer du lien, de l'unité dans un pays qui est à ce point blessé ? Il faut bien s'imaginer un pays littéralement à l'arrêt. C'est comme si le système sanguin de la France était coupé. Les voies ferrées sont inutilisables, des milliers de ponts sont par terre, le moindre déplacement devient une expédition. L'économie, elle, est à genoux. Les usines sont détruites ou pillées. Pour la plupart des gens, le quotidien, c'est la débrouille, la survie. C'est dans ce contexte de paralysie quasi totale qu'il va falloir tout réinventer. Mais, et c'est là que l'histoire devient fascinante, au milieu de tout ce chaos, il existe une lueur d'espoir. La reconstruction ne va pas se faire au hasard, en improvisant. Parce que pendant les années les plus sombres, dans la clandestinité, des hommes et des femmes ont non seulement combattu, mais ils ont aussi pensé l'avenir. Un plan a été secrètement préparé. Et l'architecte de ce plan, c'est une organisation clé, le Conseil national de la résistance, le CNR. Alors le CNR, c'est quoi ? C'est tout simplement le chef-d'œuvre de Jean Moulin. Il a réussi l'exploit, sous l'impulsion de Gaulle, de réunir autour de la même table toutes les composants de la résistance. Des gaullistes, des communistes, des socialistes, des syndicats. Tout le monde a mis ses divisions de côté pour un but commun. Libérer le pays, bien sûr, mais surtout préparer la France d'après. Et c'est là que ça devient incroyable. On est en mars 1944. Le débarquement en Normandie n'a même pas encore eu lieu. L'issue de la guerre est loin d'être certaine. Et pourtant, ces résistants se réunissent en secret pour écrire noir sur blanc un projet de société complet. Ce n'est pas juste une liste de réparations à faire, non. C'est une vision, une ambition pour une France plus juste, plus solidaire et plus démocratique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux programme ? D'abord, des mesures d'urgence pour le retour à la normale. Mettre en place un gouvernement légitime avec De Gaulle et juger les collaborateurs pour rétablir un sentiment de justice. Mais le plus révolutionnaire, c'est la suite. Rétablir toutes les libertés, bien sûr, mais aussi nationaliser les secteurs clés de l'économie, comme l'énergie ou les banques, et puis surtout la création d'un plan complet de sécurité sociale pour protéger tous les Français. C'est un véritable nouveau contrat social qui est proposé. Bon, avoir un super plan sur le papier, c'est une chose, mais maintenant, il faut le mettre en application. Et ça, dans un pays en ruine, c'est une autre paire de manches. On va donc voir comment ces idées ambitieuses vont se confronter à la dure réalité du terrain. L'outil qui va permettre cette mise en œuvre, c'est le GPRF. GPRF pour Gouvernement Provisoire de la République Française. En gros, c'est l'équipe menée par Charles de Gaulle, composée de figures de la résistance et des anciens partis politiques, qui va prendre les rênes du pouvoir dès la libération de Paris en août 1944. Et la mission numéro 1, la priorité absolue du GPRF, c'est de reprendre le contrôle. Il faut comprendre qu'à la libération, la France est une vraie poudrière. La haine et la soif de vengeance contre ceux qui ont collaboré sont immenses. Le pays est au bord de la guerre civile. L'enjeu est donc simple, il faut imposer la justice de l'État pour éviter les vengeances personnelles. À ce moment-là, on a vraiment deux logiques qui s'affrontent. D'un côté, ce qu'on appelle l'épuration spontanée ou sauvage. Ce sont des exécutions sans procès, des humiliations publiques comme les femmes tondues. C'est une justice populaire, rapide et souvent violente. Face à ça, le GPRF met en place l'épuration légale. De vrais tribunaux, de vrais procès. Le but est de remplacer la vengeance par le droit et d'affirmer très clairement que seul l'État a le droit de juger. C'est une étape fondamentale pour rebâtir une république. Une fois que l'ordre commence à être établi, l'autre urgence absolue, c'est l'économie. Il faut produire. Produire du charbon pour que les gens puissent se chauffer, produire de la nourriture pour qu'ils puissent manger, produire des matériaux pour tout reconstruire. Et pour y arriver, le GPRGF va appliquer une des idées fortes du programme du CNR. L'État doit prendre les commandes. Le mot-clé ici, c'est nationalisation
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, l'État devient propriétaire et patron des entreprises jugées vitales pour le pays. L'énergie, donc le charbon, le gaz, l'électricité, les grandes banques de dépôt, les assurances, ou même une entreprise comme Renault qui est sanctionnée pour sa collaboration avec les Allemands. L'idée, c'est que seul l'État a la puissance et la vision d'ensemble pour piloter cet immense chantier de la reconstruction. Et on arrive maintenant au cœur du réacteur, au projet le plus profond de cette refondation. Parce qu'au-delà de la reconstruction des ponts et des usines, c'est la société elle-même, le contrat social qui va être pensé. L'objectif, c'est de créer ce qu'on appelle une démocratie sociale, une république qui ne donne pas seulement des droits politiques, comme le droit de vote, mais aussi des droits sociaux. Et la réforme la plus symbolique, la plus spectaculaire de toutes, la voilà. En avril 1944, par une simple ordonnance du GPRF, les femmes obtiennent enfin le droit de vote et le droit d'être élues. Enfin, après des décennies et des décennies de lutte des mouvements féministes, la France rattrape son retard sur beaucoup de ses voisins. En avril 1945, pour les élections municipales, les femmes votent pour la première fois. La démocratie française devient, pour de bon, universelle. Cette citation d'un journal de l'époque est très parlante. On sent à la fois l'enthousiasme et aussi le poids de la responsabilité qui pèse soudain sur les épaules des femmes. Il faut savoir qu'à ce moment-là, avec tous les hommes encore prisonniers, mobilisés ou morts à la guerre, les femmes sont majoritaires dans le corps électoral. Leur vote est donc perçu comme absolument décisif pour l'avenir du pays. Bon, on arrive au terme de ces 3 années incroyablement denses de 1944 et 1947. Alors, au final, quel est le bilan? Qu'est-ce qui a été accompli? Et qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de cette période vraiment exceptionnelle? Le point essentiel à retenir, c'est vraiment ce mot, refondation. La France n'a pas été simplement réparée, elle a été repensée sur de nouvelles bases. Concrètement, ça donne une nouvelle constitution, celle de la 4e République. Ça donne un État qui joue un rôle central dans l'économie, ce qu'on appellera plus tard l'État-providence, et surtout ça donne un nouveau pacte social avec la sécurité sociale comme pilier et une démocratie enfin complète avec le vote des femmes. C'est l'héritage du programme du CNR qui va modeler la France pour les 30 années suivantes. Tout ça nous amène à une question un peu plus large. Qu'est-ce qui fait qu'un pays, après avoir été au bord du gouffre, complètement déchiré par une guerre civile larvée, arrive à se retrouver et à repartir de l'avant? Eh bien, l'expérience de la refondation française nous donne un élément de réponse. Ce qui peut réunir un peuple, c'est peut-être un projet commun. Une vision partagée de l'avenir, un idéal de progrès et de justice qui donne envie à tout le monde de se retrousser les manches. C'est une leçon qui, je crois, reste très actuelle. Et voilà qui termine notre plongée dans la refondation de la République. Si ce format vous a plu, si vous avez appris des choses, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.